Bonjour à vous, chers internautes, et bienvenue pour notre rendez-vous du Carrefour des métiers qui comptera 3 conférences portant sur les filières énergétiques en France et plus spécifiquement à Dunkerque, premier nœud énergétique européen. Ces 3 conférences s'inscrivent dans le cadre des Assises européennes de la transition énergétique, édition 2021, et s'adressent prioritairement à vous, que vous soyez collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi ou salariés en reconversion professionnelle. Nous avons choisi cette année d'innover en nous adressant à vous directement par le web. En effet, nombre d'entre vous êtes confrontés au difficile choix de vous déterminer pour votre devenir professionnel. Quelle filière choisir? Pour quel métier? Et auprès de quel employeur? Ai-je ma place et serai-je reconnu dans ce métier? De nouveaux paramètres entrent également en jeu pour vous déterminer, car vous êtes de plus en plus nombreux à accorder une importance forte à votre éco-citoyenneté, voulant à la fois faire un métier qui ait du sens, mais qui ait aussi un impact carbone limité pour préserver le climat. Nous sommes donc convaincus que la filière énergétique peut répondre à ces questions. Nos 3 conférences thématiques qui se dérouleront donc aujourd'hui auront pour ambition de vous faire découvrir les filières et les emplois associés à cette énergie qui recrutent mais également qui innovent puisque beaucoup de métiers sont en cours de création. C'est le cas de notre première conférence qui s'inscrit dans le besoin de créer de nouvelles sources énergétiques toujours plus vertueuses pour alimenter nos maisons, nos entreprises, nos industries, mais également pour nos nouvelles mobilités qui seront, on le sait déjà, de plus en plus électriques. En effet, vous allez assister à l'émergence d'une nouvelle filière énergétique en France qui va offrir des perspectives de recrutement importantes dans les prochaines années sur des métiers qui existent déjà et qui vont s'adapter au contexte de la fabrication et de la distribution de l'hydrogène, mais comme je le citais tout à l'heure, surtout de nouveaux métiers qui vous tendent les bras. Alors pour ne pas trop en dire, je vais laisser la parole à nos professionnels qui sont présents avec nous aujourd'hui. En premier lieu, donc M. Rémi Vergrit, directeur du développement territorial pour EDF, mais également chef de projet pour la mission Hydrogène Hauts-de-France-Normandie pour sa nouvelle filiale Inamix. M. Xavier Cordier, chef de projet en charge des affaires publiques pour le compte de GRT Gaz. M. Luc Budin et Joséphine Versten, respectivement chef des ventes expertise solutions durables pour le compte de GRDF et donc Joséphine chargée d'études en marketing par alternance également chez GRDF. Et puis pour avancer aussi sur cette table ronde, donc nous aurons également la présence de Aude Humbert et Camille Oman, respectivement chef de projet pour H2V Industrie et pour le compte donc Camille pour sa fonction d'ingénieur apprenti chez H2V. Voilà, je vous remercie du coup de votre présence pour nourrir et alimenter ces réflexions que nous avons ce matin. Puis je vais demander peut-être à notre premier intervenant, Rémi, d'introduire un petit peu le projet hydrogène pour le compte EDF et puis surtout pour cette nouvelle filiale Inamix qui se met en œuvre. Ok, merci Jean-François. Donc bonjour à toutes et à tous, et chers partenaires de plateau. Oui, donc me revient l'objet de présenter l'hydrogène alors pour le compte de Dynamix, qui est la filiale d'EDF et qui donc développe ses activités de développement d'écosystèmes hydrogène. Mais je laisserai évidemment le soin à mes collègues de GRDF et d'H2V d'exposer quelle est la spécificité de leur métier. Je vais aller assez vite sur le décor et sur la manière de planter le décor, mais avant toute chose, je vous propose un petit film qui dure 1 minute et qui précise ce que sont les développements de l'hydrogène et la conversion de la technologie d'hydrogène, de l'hydrogène vaporéformé, j'y reviendrai rapidement, vers l'électrolyse de l'eau. Bien, donc c'était très très bref, mais ça permettait de planter le décor et j'y reviendrai rapidement et je vais faire très synthétique sur les différents objets de cette présentation. Une petite précision sur ce qu'est l'hydrogène, hein, on en entend parler, la manière de l'aborder ou de le comprendre n'est pas forcément aujourd'hui partagée de manière
totale par l'ensemble des acteurs, donc je vous préciserai rapidement ce qu'il en est. L'hydrogène et la transition énergétique, on amorce un mouvement extrêmement rapide aujourd'hui sur le développement des énergies durables, renouvelables, le moins émettrice possible de CO2 pour une transition énergétique réussie. Jean-François vient d'en parler. Le marché de l'hydrogène tel qu'il existe et ses développements, les différentes façons de produire de l'hydrogène et donc ce saut technologique vers lequel on souhaite aller, et puis vers une production bas carbone qui est un peu l'objectif de l'ensemble des participants à cette conférence. Perspective métier pour terminer, ce sera un slide simple de ce qu'on connaît et de ce qui va se développer en termes de perspective pour que vous puissiez, vous, étudiants et personnes en formation nouvelle, adresser les marchés des métiers d'aujourd'hui et de demain sur ce vecteur énergétique qu'est l'hydrogène. Alors, un petit récapitulatif très rapide, l'hydrogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec, donc c'est une façon de générer l'eau, d'utiliser l'eau comme l'hydrogène, pardon, la molécule d'hydrogène comme vecteur énergétique. Donc cette molécule a une particularité assez simple, c'est qu'elle est la plus volatile et la plus représentée dans l'atmosphère. La particularité, c'est qu'elle n'est jamais seule, donc elle est toujours combinée à un autre atome. Donc pour réussir à obtenir un hydrogène vecteur énergétique, il faut toujours réaliser une opération de transformation. Et aujourd'hui, la majorité de la transformation de l'hydrogène est faite à partir de ce qu'on appelle le vaporéformage. Donc on fracture des molécules d'hydrocarbures, de gaz, donc notamment le CH4, le méthane ou d'hydrocarbures, pour obtenir cette molécule. Dans le petit film, vous l'avez vu, cette technologie a une petite faiblesse, c'est qu'elle émet énormément de CO2, un rapport de 1 pour 10 à 12. On émet 10 à 12 kg de CO2 pour la production d'un kilo d'hydrogène. Donc l'hydrogène qui est connu depuis très longtemps, on l'a vu, c'est Cavendish qui l'a découvert en 1766. On a aujourd'hui la particularité, en tout cas la possibilité de passer à l'électrolyse de l'eau. Et donc l'électrolyse, pour peu que l'électricité soit décarbonée, permet d'être beaucoup plus vertueux dans les émissions de gaz à effet de serre et notamment de carbone qui seront concentrées lors de sa production. Donc la première chose qu'il faut comprendre, l'hydrogène existe, est beaucoup utilisé, mais on est dans un saut technologique. On va passer d'un hydrogène qu'on appellera gris, j'ai un petit tableau qui vous le montrera, à un hydrogène vert ou bleu. On a des codes couleurs aujourd'hui qui expriment la manière dont il est produit. Et c'est ce saut technologique à industrialiser qui va être nécessaire pour pérenniser une production d'hydrogène propre en tant que vecteur énergétique. Alors l'historique, c'est la transition énergétique, on en entend parler, je vais faire très vite. Les enjeux, on est effectivement dans une dynamique où les enjeux environnementaux sont cruciaux. Les accords de Paris, la COP21 a permis de prendre quelques perspectives et trajectoires vertueuses sur cet objet. Et puis en France, à l'été 2018, on a une première impulsion sous Nicolas Hulot, que vous connaissez tous, au moins pour Ushuaïa, en dehors de son passage au ministère de la Transition énergétique, qui a décidé d'un plan hydrogène d'une centaine de millions d'euros administrés par l'ADEME afin de développer les modèles de production par électrolyse dont nous venons de parler et donc d'administrer ce changement de technologie. Donc suite à ça, se sont mis en place l'ensemble des acteurs de ces métiers de l'hydrogène pour créer une filière, ou en tout cas pour dynamiser le développement des activités liées à l'hydrogène propre, ou en tout cas bas carbone, notion nouvellement établie. Le marché de l'hydrogène en France. Alors ce qui est intéressant, c'est que le marché de l'hydrogène en France, c'est un peu moins d'1 million de tonnes par an, mais il est exclusivement dédié à l'industrie. L'industrie utilise de l'hydrogène depuis très longtemps. Vous voyez les différents secteurs d'activité pour lesquels il est utilisé, le raffinage, la production d'ammoniac et d'engrais, NH3, les chimies, mais aussi la microélectronique. Et donc, le marché industriel qui utilise de l'hydrogène aujourd'hui a 96% gris. L'objectif, c'est que ces 4% d'hydrogène d'origine renouvelable ou bas carbone augmentent largement pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Voilà l'enjeu majeur de ce basculement technologique. Seul le marché industriel aujourd'hui mature existe. 2 nouveaux marchés vont être en émergence. Je vous mets simplement là la représentation des secteurs d'activité industrielle également dans le monde. C'est 1 million de tonnes d'utilisation en France, c'est 75 millions à travers le monde, avec 2 producteurs que sont la Chine et les États-Unis. Alors voilà, ce petit slide pour vous dire qu'il est utilisé pour les industries, raffinage, chimie, métallurgie, c'est le métier existant. La particularité, c'est qu'on va développer maintenant 2 nouveaux marchés, le transport, donc routier, ferroviaire, maritime et fluvial, le transport et donc l'utilisation de l'hydrogène pour remplacer le diesel ou en tout cas l'ensemble des carburants polluants.
Et le troisième marché, c'est, GRDF et H2V pourront vous en parler, c'est l'injection dans les réseaux, donc d'enrichir le CH4 ou d'autres gaz, d'enrichir le CH4 et d'hydrogène pour diminuer également le pouvoir émetteur de CO2. Un marché existant, l'industrie, deux marchés en devenir, les transports, la mobilité et l'injection dans les réseaux. Le marché dans le monde, pour vous donner une perspective des métiers. En France, on estime à horizon 2050 que le marché serait de 40 milliards d'euros, 2500 milliards d'euros à travers le monde, avec une création d'emplois qui est assez colossale, 150 000 emplois dédiés à cette activité en France et 30 millions d'emplois à travers le monde. Donc on a un développement de cette filière qui va être extrêmement conséquent. Il est en train d'être amorcé par l'ensemble des subventions qui accompagnent le développement des modèles. Et donc il sera intéressant de zoomer avec l'ensemble des personnes présentes ici, les métiers d'aujourd'hui et de demain qui permettront d'accompagner ces développements qui sont extrêmement importants. L'utilisation de l'hydrogène à travers le monde est estimée à un quart de ce que aujourd'hui de ce qui est l'utilisation du gaz naturel tel que utilisé dans les différents métiers que sont le logement, l'industrie, le transport, etc. Vers une production bas carbone, je vous avais proposé de discuter de quelques-unes des couleurs, donc des couleurs qui, a priori, ne devraient plus être la référence pour parler des différents types d'hydrogène, mais en tout cas, ça permet d'avoir une petite accroche, en tout cas un petit moyen mémotechnique. Donc, on va partir du bas, une fois n'est pas coutume. L'hydrogène gris, qu'est-ce que l'hydrogène gris? C'est l'hydrogène qu'on produit en majorité aujourd'hui. C'est l'hydrogène qui est produit à partir des énergies fossiles. C'est celui qui est très émetteur, c'est celui dont on a parlé et qui n'est pas capturé ni séquestré. Donc émission de CO2, et je vous passe les particules fines qui vont se diffuser au travers de l'atmosphère. L'objectif, idéalement, est d'aller vers le haut du tableau, vers l'hydrogène vert. Donc cet hydrogène produit à partir d'électrolyse. Et pour faire de l'électrolyse, il faut de l'eau et de l'électricité. L'eau n'est pas un sujet, molécule H2O. L'électricité n'a de sens que si elle est d'origine décarbonée. Si vous utilisez une électricité produite à partir de charbon, de pétrole, vous êtes dans une logique d'émission de CO2. Si vous utilisez de l'électricité renouvelable, hydraulique, éolienne, solaire, vous êtes dans une logique énergie renouvelable, donc vous êtes complètement vertueux dans la production de cette molécule. L'hydrogène turquoise, elle est produite à partir de méthane. Je laisserai mes collègues de GRDF éventuellement en parler, ils connaissent ça mieux que ça. Donc par pyrolyse, qui permet de stocker le carbone émis lors de cette technologie de production. L'hydrogène bleu CCU, CCS, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? C'est toujours une énergie fossile à l'origine. En revanche, le CCU, c'est la capture du carbone, donc Carbon Capture Utilization. Donc ça permet de réutiliser le carbone capté dans un process nouveau. Et le CCS, c'est le storage, donc la capture du carbone et le stockage. Donc on peut stocker le carbone et on évite de le diffuser aux petits oiseaux, donc de continuer de polluer l'air ambiant. Et puis l'hydrogène bleu décarboné, la particularité en France, à la différence d'autres pays qui sont très gaziers ou très charbonnés, c'est qu'on a un mix énergétique qui est décarboné à 97%. Grâce à l'hydraulique, peu le savent, mais 10% de la production en France est à base d'hydraulique, 75% de nucléaire qui est également une énergie décarbonée, et ensuite les énergies renouvelables viennent simplement à la pointe les énergies fossiles. Donc on a un mix énergétique décarboné à 97% qui permet à la France d'utiliser son mix dans la production d'hydrogène et donc d'être vertueux en termes d'émissions de CO2. Voilà les différentes couleurs. Donc je vous l'ai dit, la production aujourd'hui est carbonée au niveau mondial. C'est ce qu'on appelle de manière un peu barbare le vaporéformage. Donc c'est la fracture des molécules de CH4 qui permet évidemment avec H4 de créer des molécules d'hydrogène, mais vous avez le C qui, combiné à l'oxygène, produit des molécules de CO2. Donc voilà, la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes dans un schéma production carbonée centralisée, c'est le schéma du bas qui est très émetteur. Et l'objectif, c'est de basculer avec les éoliennes, le solaire, l'hydraulique et le mix énergétique centralisé avec le nucléaire, de passer vers une production d'électrolyse décentralisée qui permette l'électrolyse de l'eau, le stockage et ensuite la distribution vers les usages que seront l'injection dans les réseaux, la mobilité et les industries.
Le modèle Dynamics dont je vous ai parlé, bon, son métier évidemment c'est de produire et de commercialiser les énergies, donc vous trouverez les métiers qui se trouvent à droite. Il y a de grands projets aujourd'hui, mais on en est tous là ici, c'est de développer des écosystèmes de production d'hydrogène, de distribution d'hydrogène, et d'avoir en face surtout des usages. Bien souvent, on se dit on a la possibilité de produire de l'hydrogène parce qu'on a du solaire, de l'éolien ou une possibilité d'électricité fatale dans les centres de valorisation énergétique, les centres qui traitent les déchets, très bien. L'objectif, avant de produire, c'est de savoir ce qu'on va en faire et à quoi ça sert. Donc il est extrêmement important, et le gros du travail qu'on a tous ici présents, c'est de déterminer les usages et les volumes d'usage qui vont nous permettre de dimensionner les installations de production d'hydrogène pour arriver à un modèle technique et économique qui soit viable dans les développements et la conception. Donc développer les sujets, déterminer les zones, les territoires et les usages essentiels qui permettent de concevoir et de construire les installations, et puis d'associer les investissements. Évidemment, la particularité des sauts technologiques, c'est que bien souvent, il faut le subventionner, parce que face aux technologies actuelles, on n'est pas forcément dans une logique de rentabilité immédiate, ce que cherchent les industriels dans un temps moyen, ou voire un temps court. Donc les subventions de l'ADEME, des plans de relance, des fonds européens sont aujourd'hui extrêmement importantes et elles sont indispensables au développement de ces modèles économiques. Donc une fois ces investissements et le fonctionnement de ces écosystèmes de production et distribution, évidemment les métiers de l'exploitation et de la maintenance seront à associer à ces écosystèmes. Donc les marchés, je vous en ai parlé, et les pays sur lesquels nous sommes, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je vais terminer pour laisser la parole, je ne sais pas si en timing on est plutôt bon, pas de souci. pour laisser la main à tout le monde. Je vais terminer sur les activités. Donc j'en ai très rapidement parlé, mais sur les métiers de l'hydrogène et de demain, ce qu'on peut en tout cas projeter aujourd'hui, c'est que évidemment, dans les écosystèmes que nous souhaitons créer, il y a une partie production, donc il va falloir des stations de production, donc d'ampleur. Alors l'ADEME aujourd'hui subventionne des stations de production d'1 mégawatt, à partir d'1 mégawatt, pour vous donner une notion de puissance. 1 mégawatt permet de fabriquer 400 kg d'hydrogène jour. Un véhicule type bus ou benne à ordures ménagères qui pourrait utiliser l'hydrogène va consommer entre 10 et 20 kg d'hydrogène jour, pour vous donner une dimension. Donc 400 kg d'hydrogène jour pourrait vous permettre d'alimenter 20 à 25 véhicules lourds au quotidien dans l'usage mobilité, pour vous donner un petit repère. Mais il y a d'autres projets de bien plus grande ampleur, Aude en parlera tout à l'heure sur H2V, sur des modèles de production plus centralisés qui permettront de produire en masse. Tout l'enjeu que nous avons ici en collaboration, c'est de créer des écosystèmes et de la cohérence, comme on l'a eu sur le schéma territorial du développement de l'électricité ou des stations de GNV sur la partie méthane et biométhane, c'est de créer de la cohérence pour que les territoires puissent créer des porosités et que les véhicules puissent, d'un territoire à l'autre, trouver des sources d'approvisionnement d'hydrogène qui permettront aux constructeurs de continuer d'investir sur le développement des différents usages. Donc fabrication d'équipements, stations de production avec des électrolyseurs, stations de distribution, au même titre que les stations-service, il faudra des stations de service d'hydrogène pour pouvoir alimenter les véhicules quand on parle de mobilité, et il faudra, en plus des stations de production sur l'industrie, des stations de distribution pour le process industriel, des industriels qui veulent changer et basculer de l'hydrogène gris à l'hydrogène vert. Et puis l'injection réseau, mes collègues de GRDF en parleront mieux que moi tout à l'heure. Ensuite, évidemment, nous aurons l'intégration des usages, donc les usages stationnaires et les usages véhicules. Donc là, on aura également des métiers de développement de ces usages. Les fabricants aujourd'hui, Renault, iTrucks, Safra, CEMAT, Volvo, Hyundai, sur les camions, les bus, sont en train de développer leur parc de motorisation hydrogène. On est au stade du démarrage et on attend une offre beaucoup plus importante sur ces sujets pour continuer de développer nos activités. Mais ils sont en train de développer les performances de leur motorisation hydrogène sur l'ensemble de leur gamme de véhicules. Et ensuite, il y aura évidemment les opérations de maintenance et de suivi sur les stations de production, de distribution et sur les usages qui seront indispensables au bon fonctionnement de l'ensemble de ces activités. Donc la synthèse des métiers de filière, et j'aurai un dernier slide après celui-ci pour terminer sur une station d'hydrogène. Vous le voyez ici, nous allons chercher des ingénieurs en recherche et développement sur l'hydrogène. Nous allons chercher des ingénieurs,
développeurs, ce qu'on appelle du business développement, des business développeurs qui vont déterminer les zones géographiques et les zones de densité qui permettront de cibler des usages hydrogène pour ensuite mettre en présence l'ensemble des acteurs qui pourront participer au développement de ces activités. Nous aurons ensuite des besoins sur des ingénieurs systèmes spécialisés à l'hydrogène, sur les véhicules et leur intégration. Nous aurons besoin de chefs de projet sur l'installation des systèmes de stations de distribution pour optimiser la distribution de l'hydrogène, permettre la fluidité de ces usages de distribution. Et puis ensuite des techniciens gaz, des techniciens en électrotechnique, et puis des techniciens, des mécaniciens automobiles qui permettront aussi l'exploitation et la maintenance de ces objets. Je fais très court et synthétique, mais ça permet de planter le décor. Un petit exemple pour terminer d'une station de distribution. Alors, je ne sais pas si vous avez une bonne vision, c'est écrit en petit. À gauche, la production. Donc, vous avez une station avec un poste de livraison électricité, on en a parlé. La partie traitement de l'eau. Et ensuite, on a des électrolyseurs. Donc, c'est ce qu'on appelle des stacks. L'électrolyse, on injecte. Pour ceux qui sont en cours de physique et de chimie aujourd'hui, c'est la technique de j'injecte l'électricité dans l'eau, j'ai mon anode, ma cathode, et ça me permet d'éclater la molécule d'eau en produisant de l'hydrogène d'un côté, et puis de l'oxygène et de la vapeur d'eau et de la chaleur de l'autre. Donc on est dans un système vertueux, pour peu, j'y reviens, que l'électricité soit bas carbone. Ensuite, le stockage, on a des notions de stockage sur ces stations qui sont importantes. L'un des aspects de l'hydrogène versus l'électricité, c'est d'avoir des capacités de stockage, puisque l'électricité est très peu stockable ou par batterie ou dans des volumes et des coûts qui ne sont pas tout à fait maîtrisés. L'hydrogène pourrait être une solution de stockage en cas de surproduction, par exemple, des capacités de production d'énergie renouvelable. Et puis ensuite, les stations de distribution que vous voyez à droite, avec des compresseurs qui permettent de monter en pression et qui permettent ensuite d'alimenter selon les véhicules. Les véhicules peuvent avoir des pressions de réservoir entre 350 et 700 bars selon le type de véhicule. Donc il faut des compressions qui permettent de monter en pression ce gaz pour limiter sa place dans le réservoir d'accueil final. Je ne sais pas si je suis dans le timing qui va bien, mais en parfait. tout cas, voilà la présentation pour donner une vision globale du marché français, 1 million de tonnes qui va se développer parce qu'il n'est que sur l'industrie, sur la mobilité et ensuite sur l'injection dans les réseaux. Et puis l'ensemble des métiers d'aujourd'hui et de demain qui vont nous permettre de développer ces écosystèmes pour répondre aux exigences de la transition énergétique au travers de ce vecteur énergétique qu'est l'hydrogène. Merci beaucoup Rémi pour cette illustration extrêmement concrète. Alors comme vous l'avez compris, aujourd'hui la conférence va surtout essentiellement tourner autour de la production et la distribution de cet hydrogène. On sera moins sur les usages, puisque finalement on pourrait faire autant de conférences que d'utilité à l'usage de cet hydrogène. Alors ce qui est aussi significatif dans ta présentation, Rémi, c'est de démontrer également qu'on va sortir du modèle de produire de l'énergie longue distance et de la transporter sur de la longue distance également. C'est qu'on va arriver de plus en plus à la fabrication de cet hydrogène pour un usage local. On rentre bien dans cet esprit d'économie circulaire. Et ce qui est intéressant également, le fait de produire de l'hydrogène localement et de le distribuer également localement, c'est que ça va ancrer aussi les emplois sur nos territoires. Et c'est ça qui donne aussi des perspectives heureuses dans cette branche énergétique. C'est finalement, de plus en plus, on va pouvoir aussi trouver des solutions de proximité pour vous qui souhaitez éventuellement vous orienter vers ces nouveaux métiers. Alors très naturellement, je vais poursuivre et on va avancer avec Xavier. Monsieur donc Xavier Cordier, qui représente le groupe GRT Gaz. Alors, un acteur reconnu dans l'univers du gaz et du gaz vert. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, Xavier, c'est de comprendre également en quoi et pourquoi GRT Gaz s'investit aussi sur cette notion d'hydrogène dans son offre de service. Puis concrètement, quels seront les nouveaux débouchés ou nouveaux métiers qui vont s'adjoindre en fait au métier historique de GRT. Oui, alors bonjour à tous, bonjour Jean-François. Donc, comme vous l'avez indiqué, GRT Gaz est un transporteur de gaz. Aujourd'hui, de gaz naturel et demain, de gaz au pluriel. Alors, évidemment, quand on parle de gaz au pluriel, on entend l'un des gaz qui a le vent en poupe en ce moment et un avenir prometteur, l'hydrogène. Et en tant que transporteur, donc GRT évidemment s'interroge et travaille sur différents projets qui visent à prendre en compte le développement de ce nouveau gaz. Voilà. Alors.
Tu me fais avancer ton... Mais il y avait petit film peut-être. Alors peut-être lancer du coup la première vidéo qui illustre justement cet 2 univers vidéos, en GRT fait. Gaz. Nous sommes les gaz renouvelables, une énergie qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Une énergie produite et stockée à partir de la terre, du vent et du soleil. Une énergie produite localement et consommée partout en France. Une énergie créatrice de nouvelles activités et de nouvelles technologies. Une énergie produite à partir de nos déchets. Nous sommes les gaz renouvelables, l'énergie de tous les possibles. Donc retour plateau, mais j'ai envie de vous dire une deuxième vidéo vient s'adjoindre à cette première présentation pour illustrer encore un peu plus fort la notion du recrutement et des métiers chez GRT Gaz et vous verrez, elle est assez rigolote à suivre. Bon, on est sur Internet là. Donc t'as à peu près 140 secondes d'attention pour nous dire pourquoi travailler chez GRT Gaz. Allez, vas-y, c'est à toi. Ok, alors rapidement, GRT Gaz, c'est d'abord une entreprise qui transporte de grandes quantités de gaz. À travers 32 000 km de canalisation. Plus précisément, des gazoducs. En gros, ces réseaux sous nos pieds, c'est comme des autoroutes souterraines utilisées par nos clients pour alimenter des grands industriels, mais aussi des réseaux de distribution publique qui desservent les collectivités. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. GRT Gaz fait partie des leaders du transport de gaz en Europe. and we also speak English. Parce que le gaz que nous transportons arrive du monde entier. Voilà, ça c'est la base. Du coup, chez GRT Gaz, ils ont plein de métiers. Et parmi ces métiers, il y a des postes à pourvoir. C'est très large, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit dans le domaine technique, Sur des métiers comme la maintenance, L'ingénierie, le soudage, mais aussi le digital, les achats. et j'en passe. alors vous me direz pourquoi travailler chez GRT Gaz? Parce que c'est l'entreprise la plus stylée du monde. Non, je plaisante. On vous servira pas tout sur un plateau et c'est pas un parc d'attraction non plus. mais si c'est un vrai métier que vous cherchez, alors vous êtes au bon endroit. Les compétences et l'engagement sont reconnus. Avec le souci de la diversité. Il y a de vraies évolutions de carrière. Donc si vous vous impliquez et que vous avez envie d'évoluer, Ils vont vous accompagner pour aller plus loin. Des exploitants aux dirigeants, Tout le monde s'engage à sa manière. D'ailleurs, parmi nous, il y a le DG. Alors oui, alors que je vous parle, il y a plus de 3000 salariés, ça fait du monde. C'est sûr. Mais la qualité de vie au travail et le développement personnel, Ce sont des points importants chez GRT Gaz. vous serez donc un membre à part entière. et vous fonctionnerez en équipe. L'ambiance est bonne, le cas de travail, vous les voyez. C'est aussi une boîte tournée vers l'innovation. Digital. Drôle. Réalité virtuelle, ça cogite dans les têtes pour préparer demain. Aujourd'hui, il y a une vraie transformation du secteur de l'énergie. Et comme l'environnement, c'est important, Ils ont décidé d'opérer un virage. de proposer des solutions d'avenir avec les territoires. Et de transporter l'énergie la plus propre possible pour notre planète. Donc ici, c'est le futur qu'on regarde. Je dis il depuis tout à l'heure, mais Mais je pourrais dire nous, parce que c'est une boîte dans laquelle on évolue. Donc si vous cherchez un stage, une alternance sur le métier, ça vaut le coup de vous renseigner. C'est bon, j'ai fini là? Bah ouais, il te reste même du temps. Ok. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer là. Petit canot humoristique, mais c'est aussi se faire plaisir au travail. Hein, Et qui résume bien, j'ai envie de dire, après ça, j'ai quasiment plus rien à ajouter. Bon, on va quand même faire le job. Donc voilà, comme l'indiquait, comme ça a été précisé dans la vidéo, GRT Gaz, c'est un transporteur donc, de gaz, comme je vous l'ai indiqué, européen, qui exploite 32 000 km de réseau et qui représente 95% de la consommation nationale de gaz naturel. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a également donc 26 stations de compression qui permettent justement d'acheminer ce gaz. Alors, une fois qu'on a dit ça, GRT Gaz n'est pas un simple opérateur de réseau, c'est au-delà, c'est également un animateur de place de marché, un organisateur de marché, donc entre 4 familles de clients, donc les distributeurs,
de gaz, donc qui amène en fait, si vous voulez, pour prendre un exemple simple, GRT Gaz, c'est l'exploitant, on va dire, des autoroutes du gaz. Et ensuite, vous avez les distributeurs qui représentent donc les voies secondaires. Et donc GRT Gaz achemine le gaz en vue pour les distributeurs, d'une part. Ensuite, pour les clients également qui vont expédier le gaz naturel au-delà du territoire français. Et puis également pour alimenter directement plus de 700 industriels et 12 producteurs de biométhane. Le biométhane, je pense que Luc en parlera peut-être ultérieurement. Alors, voilà. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de vous faire un focus sur comment GRT Gaz anticipe l'adaptation de ces métiers aux évolutions du marché. Donc on voit que en 2050, le réseau de gaz naturel, le transport, sera au cœur des intégrations sectorielles. C'est-à-dire que il fera le lien entre les différents producteurs d'hydrogène, mais les différents également producteurs de différents gaz. On parle de capture de CO2, on parle de biométhane. Et puis, donc, le réseau de transport permettra vraiment de faire l'interaction entre ces différentes entités. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y aura une multitude de métiers, aussi bien sur la production, la distribution, le transport donc, et également après dans les usages, dans les applications de l'hydrogène. Alors je vais passer. Non, ça ne fonctionne pas. Alors voilà, j'ai voulu vous parler donc d'un exemple. Donc GRT Gaz, pour s'adapter à l'évolution et au développement des gaz verts, donc du biométhane, a mis en place une task force de techniciens dédiés, donc spécialistes de l'exploitation de ce nouveau gaz, donc du biométhane. Et on se dit que demain, avec le développement de l'hydrogène, c'est une expérimentation qui pourra être reconduite pour adapter vraiment les compétences de nos salariés à ces nouveaux gaz, encore une fois. Donc voilà, je vais pas. Ça, ce sont des documents qui seront laissés sur le site, qui seront disponibles. Tout à fait, oui. Donc voilà, l'idée, c'est bien de retenir, c'est que voilà, à la base, on a donc des techniciens d'exploitation qui entretiennent et qui exploitent donc les réseaux et les stations de compression. Et demain, ces techniciens seront formés pour entretenir des réseaux qui seront adaptés à de nouveaux gaz, dont l'hydrogène. Alors on peut peut-être, par exemple, vous parler d'une expérimentation qui est menée en ce moment dans l'Est de la France, en région Grand Est, qui est le projet Mosaïque, qui est un projet qui est de reconversion, de canalisation de transport gaz existante, dédié au transport 100% hydrogène. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure, Rémi l'a évoqué par exemple, donc la distribution d'hydrogène dans les réseaux, mais en mélange avec du gaz naturel. Mais GRT Gaz travaille dès à présent avec des partenaires au transport d'hydrogène pur, qui là nécessiteront des adaptations technologiques et donc des adaptations des compétences. Voilà pour ce qui concerne GRT Gaz. Parfait. Donc on voit que sur la première présentation pour EDF Dynamics, sur cette brique amont, il va y avoir l'émergence de nouveaux métiers. Autant on voit sur la notion GRT Gaz, on va plutôt être dans une notion d'adaptation des postes déjà existants, tout à fait, pour intégrer finalement les nouvelles contraintes liées à la distribution de ce gaz hydrogène qui n'est pas neutre non plus. Oui. Il y a forcément de la réglementation, de la technologie qui va se modifier. Ouais. Donc là on est plutôt sur une forme en fait de conduite
d'évolution du métier dans le temps. Ce qui est intéressant pour les deux premières présentations, c'est qu'on voit les perspectives à 2050. Donc finalement, pour les jeunes qui entreraient aujourd'hui dans les métiers, on est déjà dans une progression de carrière finalement. On est déjà presque à 30 ans de visibilité sur l'engagement qu'on pourrait avoir sur ces filières. Alors peut-être pour poursuivre dans cette présentation, très naturellement j'ai envie de me retourner vers GRDF, qui était ses cousines de GRT Gaz dans sa notion de métier, pour justement voir aussi quelles sont les ambitions hydrogène, pourquoi intégrer cet hydrogène dans votre offre de service. Et puis on a aussi la chance d'avoir une jeune collègue qui fait ses études aujourd'hui au sein du groupe GRDF et qui nous témoignera également de sa propre expérience en fait par rapport à cela. Luc, je te laisse poursuivre. Merci à Rémi et à Xavier d'avoir introduit le sujet. Oui, chez GRDF, on s'occupe d'hydrogène. Et pourtant, on pourrait se dire, tiens, GRDF, c'est plutôt une entreprise qui véhicule du gaz, et du gaz, c'est plutôt du méthane. Vous allez comprendre qu'au travers de mon poste, moi, qui a pour but de travailler sur la transition énergétique, sur la maîtrise de l'énergie, sur la baisse des consommations et sur le réseau de demain. On se pose des questions chez GRDF pour savoir comment on va utiliser notre réseau demain. Alors je vais introduire avec une petite vidéo, mais juste avant, je voudrais vous présenter donc Joséphine qui est venue avec moi. Elle travaille avec moi sur le marketing et tout à l'heure, elle témoignera de comment on vit cette transition chez GRDF. Alors on va commencer par une petite vidéo et cette vidéo, elle va vous juste expliquer une expérimentation qu'on a menée pour voir s'il était compatible d'utiliser les réseaux de gaz, ces réseaux qui font 5 fois le tour de la Terre, 200 000 km, mais qui sont uniquement situés en France. Donc vous voyez un réseau dense et ce réseau aujourd'hui il est utilisé pour le gaz. Et notre question, c'est est-ce que ce réseau peut être utilisé pour le gaz et pour l'hydrogène? Eh bien, ce film va vous introduire la question. Le saviez-vous ? En 2035, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que la consommation énergétique mondiale devrait doubler. Pour répondre à cet enjeu, il nous faut trouver de nouvelles solutions pour produire de l'énergie durable. Grid apporte une réponse. C'est une expérimentation grandeur nature d'une technologie nommée Power-to-Gas, réalisée sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque et pilotée par Engie. L'idée est simple. Le surplus de production d'électricité renouvelable est transformé en hydrogène à partir d'eau, sous une forme solide que l'on peut stocker pour alimenter le réseau de gaz naturel d'un quartier neuf. L'électricité qui aurait été perdue est ainsi valorisée sous la forme d'un gaz utile pour se chauffer ou cuisiner. Pour tester cette technologie sur les 100 nouveaux logements de la commune de Capelle-la-Grande, un long travail a été nécessaire. L'histoire commence en 2014, lorsque l'ADEME donne son accord sur le financement du projet dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Les premières études techniques et sociologiques peuvent débuter. Dès l'année suivante, les travaux d'aménagement du nouveau quartier du petit village commencent. À partir de 2016, tout s'accélère lorsque l'expérimentation est autorisée par arrêté ministériel. En 2017, alors que le chantier est finalisé, les premières réunions publiques ont lieu et les installations techniques sont prêtes. Le 11 juin 2018, le démonstrateur est officiellement inauguré. Les visiteurs français et internationaux se succèdent pour découvrir le site pilote. Et l'essai ne s'arrête pas là. En 2019, le volume d'injection d'hydrogène passe de 6 à 10%. Nous sommes en 2020. L'objectif des 20% d'injection d'hydrogène est atteint. Et Grid fonctionne en Power-to-Gas. Le gaz naturel contient désormais un taux variable d'hydrogène. Après ces 6 années de travail, que nous a appris Grid ? En résumé, Grid a permis de valider les technologies et l'efficacité du Power-to-Gas en toute sécurité dans un quartier neuf et d'évaluer les bénéfices environnementaux d'un tel projet. Grid n'est qu'une première étape. Nous travaillons dès maintenant à l'avenir du projet. Une nouvelle ère s'ouvre. Comme vous venez de le voir, injecter de l'hydrogène dans des réseaux de gaz, ça a du sens, c'est possible et ça marche. On l'a testé à quelques centaines de mètres d'ici. Donc
on peut aujourd'hui imaginer un monde différent demain, c'est-à-dire réutiliser des réseaux qui à l'origine étaient faits pour du gaz, pour de l'hydrogène. Et ça ouvre de grandes perspectives. Et tout à l'heure, Rémi nous a dit, on peut produire de l'hydrogène. Effectivement, on peut produire de l'hydrogène. Il faut que l'on produise de l'hydrogène et de l'hydrogène vert par excellence. Et la question que GRDF travaille tous les jours, c'est se dire comment on va faire pour le stocker. Et justement, l'idée développée par Grid, c'est de se dire l'hydrogène qui est produit, l'hydrogène qui sera produit par de l'énergie renouvelable, on ne va pas forcément maîtriser cette énergie renouvelable. Imaginez, il y a du vent aujourd'hui, on va produire de l'hydrogène, comment on fait pour le stocker au fur et à mesure du temps? Eh bien, c'est ça l'intérêt du power to gas, transformer de l'énergie électrique en gaz et qu'on va réinjecter dans le réseau. C'était vraiment ça la démarche de Grid. On a montré que ça marchait. Et donc vous allez voir, il va y avoir d'autres étapes, on en reparlera après. Mais GRDF travaille aussi sur d'autres sujets. On travaille aussi sur ce qu'on appelle la méthanation, c'est-à-dire la récupération de CO2. Et vous savez que le CO2, on en parle tous les jours. On en parle comme un élément à ne pas surtout concentrer dans l'atmosphère, au risque sinon de voir notre température augmenter. Et GRDF travaille aussi sur des projets où on récupérerait ce CO2 pour le transformer en CH4 et là je fais appel aux étudiants et à leur notion de chimie, eh bien récupérer le carbone, enlever l'oxygène, y rajouter l'hydrogène et faire du CH4 et dans ce cas-là pouvoir l'utiliser dans les réseaux. Ça c'est d'autres pistes que l'on travaille. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on travaille une piste chez GRDF, c'est étudier des faisabilités techniques. C'est excessivement important. On peut théoriquement faire plein de choses, mais il faut pouvoir vérifier cette faisabilité technique, les performances atteintes, et ça d'un point de vue technique, mais aussi sécurité. Et on y reviendra tout à l'heure. La sécurité, c'est un enjeu énorme quand on va parler de gaz, et que ce soit de méthane, mais d'hydrogène en particulier, puisque c'est une molécule très petite et qui a aussi une grande particularité, c'est qu'elle est énormément énergétique, mais elle a la capacité de s'enfuir facilement, puisque sa taille, vraiment sa petite taille nécessite des installations qui soient vraiment parfaites. On travaille aussi sur l'acceptation sociétale, sur les résultats qu'on va avoir environnementaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vois que la présentation est un peu trompeuse, mais retenez qu'aujourd'hui, on est en 2020 et on a commencé un développement assez spectaculaire de la méthanisation des déchets. Je vais y revenir dans 5 minutes, mais on travaille là, en ce moment, sur d'autres projets, des projets de gazéification de biomasse, c'est-à-dire à partir de biomasse, à partir de bois par exemple, ou de déchets de bois, on va produire soit de l'hydrogène, soit du méthane qu'on pourra injecter dans les réseaux. On travaille également sur d'autres pistes, des pistes très prometteuses, celles des microalgues, celles qu'on va pouvoir développer et qui vont nous permettre d'être transformés en méthane, et bien sûr sur l'hydrogène comme on vient de le voir. Vous voyez que l'échelle de temps, elle est importante. L'hydrogène, c'est l'énergie du futur, tout le monde le dit, on est tous d'accord. Néanmoins, il nous faut encore du temps pour que ça soit massifié. Tout à l'heure, on parlera des premiers projets. Et donc, GRDF a travaillé et travaille sur d'autres aspects, et vous avez sans doute déjà vu des installations des vaches, j'en suis sûr, mais des installations comme celle derrière la vache, sans doute, des installations avec des dômes verts. Il y en a quelques-unes, et si vous êtes du coin de Dunkerque et que vous allez à Lille, vous en avez forcément vu, puisqu'il y en a sur l'autoroute. Il y en a une même le long de l'autoroute, sortie 15 ou Ormouth, pour ceux qui veulent faire une petite balade le week-end. Vous avez des installations comme ça, vertes, avec des toits gonflés. Ce sont des installations qui produisent du biométhane. C'est quoi? C'est du méthane qui va être produit à partir de déchets agricoles, et ce méthane, on va le réinjecter dans les réseaux. C'est important parce que ce développement, qui était quasi inexistant il y a 10 ans, oui, il y a 10 ans, c'est la première installation il y a 10 ans, eh bien, il a connu un développement fulgurant. Et aujourd'hui,
on en est à plus de 45 installations sur le nord-ouest. On a doublé en 1 an. On a aussi doublé la production. Et on doublera encore la production l'année prochaine. Donc on a engagé une véritable transition énergétique en produisant localement du gaz vert et par boucle locale à partir des produits français produits localement. C'est important ce petit détail parce que demain, ce qu'on attend chez GRDF, c'est des boucles courtes, c'est devenir autonome en gaz dans nos réseaux, c'est-à-dire, comme le disait Xavier, en 2050, avoir 100% de gaz renouvelable dans nos réseaux. Et ça, ce pari-là, il nécessite de la part de GRDF une remise en cause de nos métiers. Alors, quels seront nos métiers de demain? Puisque finalement, c'est la question. Quels seront les métiers de demain? Ils sont nombreux chez GRDF, les métiers. Il y a déjà des métiers d'exploitation. Il faut surveiller, concevoir, étendre le réseau. Ces métiers-là, ils perdureront. On a besoin du réseau. On aura même besoin d'un réseau encore plus sûr, sécurisé demain. Donc ça, c'est des métiers de terrain, des métiers où il faut aller intervenir sur le réseau, l'exploiter, le conduire. C'est des métiers très très intéressants, passionnants, de terrain, locaux. On a aussi des métiers commerciaux. Il faut accueillir les demandes de nos clients. On a 11 millions de clients qui sont chauffés, peut-être comme vous, au gaz, ou qui cuisinent au gaz, qui ont leur eau chaude qui est reliée au gaz. Et bien ces personnes-là, quand elles veulent augmenter la puissance dans une maison, déplacer un compteur, elles font appel à GRDF. Et ça fait partie des métiers aussi de terrain que nous proposons. Aussi des métiers commerciaux, d'accueil, de conseil, d'adaptation, d'économie d'énergie aussi. Ça, ce sont des métiers qui sont développés chez GRDF. On a aussi des métiers qui sont des métiers de back-office qu'on voit moins, mais la cartographie. Vous avez sans doute remarqué que les réseaux de GRDF, on ne les voit pas. Et oui, 98% des réseaux sont enterrés. Et du coup, il faut être certain de leur situation pour éviter tout accident si quelqu'un venait à faire des travaux sur une chaussée, par exemple. On a aussi des métiers nouveaux, des ingénieurs méthanisation. On voit que ces métiers n'existaient pas il y a 10 ans. On a demain des ingénieurs pyrogazéification, par exemple, qui aujourd'hui, on en est au bas du balbutiement. En Allemagne, en Belgique, il y a des premières installations. En France, on va avoir la chance d'en voir quelques-unes naître dans les années à venir. Donc on a tous ces métiers qui naissent, qui se développent. Et on a aussi, pour ça, besoin de compétences. Alors des compétences, chez GRDF, ça se traduit par 500 alternants qui nous ont rejoints, qui nous travaillent avec nous, à nos côtés, sur des postes très divers. Et sur ce sujet, je vais laisser Joséphine parler de son expérience, puisqu'elle travaille à côté de mon bureau, ou presque, et qu'elle fait partie de ces 500 alternants qu'on a chez nous, et qui ont fait le pas de proposer leur candidature, et qu'on a accepté avec grand plaisir. Joséphine, dis-nous ce que tu fais chez nous. Bonjour, donc moi je suis dunkerquoise à la base, et du coup je suis chargée d'études marketing en alternance chez GRDF. Et pour expliquer très brièvement ce que je fais au quotidien, je fais des études marketing, des bases de données, et il y a aussi une dimension plus de marketing opérationnel avec des newsletters et les réseaux sociaux. Est-ce que tu aimes travailler chez GRDF ? Oui, donc moi j'ai fait le choix de l'alternance pour avoir une expérience professionnelle et un bagage professionnel plus solide, et parce que pour moi l'alternance ça permet de rentrer sur le marché du travail de manière beaucoup plus facile. Et pourquoi GRDF ? J'avais pas vocation à travailler dans le secteur de l'énergie depuis que je suis petite, mais je dirais qu'en grandissant, et comme la plupart des jeunes aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à l'environnement, et j'avais envie de participer à cette transition énergétique et au secteur de l'énergie qui est un secteur d'avenir. Et aussi rejoindre GRDF, c'est rejoindre un grand groupe, donc j'étais très contente, mais j'avais aussi un peu d'appréhension. Et au final, c'est que du bonus, j'en suis ravie. Donc voilà. Alors peut-être une question complémentaire, si vous me le permettez. Donc pour arriver à l'emploi chez GRDF, mais également chez nos autres partenaires, on peut le faire soit après ses études. Vous avez choisi en fait de le faire pendant vos études, et ce qui serait intéressant également pour ceux qui se poseraient la question de savoir est-ce que je vais faire une filière initiale ou une filière par alternance, que ce soit contrat de pro ou contrat d'apprentissage. Ce que vous apporte aujourd'hui, pourquoi avoir fait ce choix, et puis le bénéfice que vous en retirez éventuellement.
Alors pour moi, l'alternance, c'est une plus-value importante. C'est une expérience très enrichissante, très formatrice et très complète aussi d'un point de vue humain, parce qu'on rencontre un tas de personnes qui nous aident à avancer et qui nous forment. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais déjà vous remercier tous les deux pour cette intervention. Je vais demander à ce que vous cédiez votre place à Camille, qui va intervenir avec Aude sur le projet H2V. Donc on y vient. H2V finalement tourne autour de toutes ces présentations. On parle de massification de production d'hydrogène. Et là pour le coup c'est véritablement le projet que vous allez nous présenter, Aude, aujourd'hui. Absolument. Donc je vais commencer par vous présenter le projet HV59 en particulier qui est sur le Dunkerquois, et ensuite je partirai plutôt sur la partie emploi-formation à la fois pour nos futures usines et ce qu'on peut imaginer aussi des métiers de demain dans l'hydrogène. Donc voilà, je rebondira sur ce qu'ont dit les autres personnes autour de la table. Donc aujourd'hui, le H2V Industrie, c'est une petite société par rapport aux autres acteurs autour de cette table qui a pour vocation de produire, de concevoir et de développer des usines de production massive d'hydrogène vert. Donc on a hydrogène vert. On vous a expliqué ce que c'est, normalement c'est bon. Production massive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aujourd'hui 2 projets qui sont relativement avancés en France. Un en Normandie, qui est le projet H2V Normandie, et l'autre sur le port de Dunkerque, le projet HV59, qui ont pour objectif de produire à terme 28 000 tonnes d'hydrogène par an. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur que les installations existantes aujourd'hui, qui sont plutôt, comme le disait Rémi, autour de... si j'ai bien retenu, 400 kg jour. Voilà, donc autour de 2, 3, 4 mégawatts. Nous, un projet, c'est 2 fois 100 mégawatts. Donc on n'est pas dans les mêmes échelles, et les raisons pour lesquelles on s'est positionné sur des projets de cette taille, c'est justement pour pouvoir massifier la production d'hydrogène vert, arriver à des prix, des coûts qui soient plus compétitif avec l'hydrogène gris aujourd'hui, et pour accompagner cette transition énergétique à la fois pour les industries, pour les industriels qui aujourd'hui consomment, utilisent de l'hydrogène, mais du coup de l'hydrogène gris, et qui seraient intéressés pour passer à de l'hydrogène vert, et pour les nouveaux usages dont on parle beaucoup, à savoir les transports, la mobilité, et peut-être et également d'autres usages dans les bâtiments par exemple, et bien sûr le power to gas, l'injection dans les réseaux de gaz, qui est l'objet de ce projet aujourd'hui à Dunkerque. Alors où on en est? Tout projet industriel prend du temps. On a commencé à travailler sur ces projets depuis 4 ans maintenant, et on arrive à la fin, disons, de cette phase d'instruction des dossiers. Les projets doivent être approuvés par l'État, par les services administratifs, et on arrive donc à la fin de cette étape-là, avant d'entamer la construction et la mise en service. Donc vous voyez, tous ces projets-là prennent du temps à chaque fois, donc ça représente pas mal de travail à la fois de préparation chez nous, du côté H2V Industrie, d'ingénierie, d'études détaillées sur l'environnement, sur le risque, sur comment on va mettre en place l'usine finalement. Et après, par la suite, il y aura également des emplois à l'intérieur des usines pour les faire fonctionner, pour la maintenance, pour s'assurer que tout fonctionne bien, que c'est piloté comme il faut, et que les clients reçoivent l'hydrogène qu'ils veulent, qu'ils souhaitent, à la qualité qu'ils veulent, qu'ils souhaitent. Voilà. Donc j'ai été un peu vite, mais voilà, pour présenter rapidement. Donc là, vous avez à l'écran une image de où sera cette usine, donc sur le grand port de Dunkerque, dans une zone industrielle, puisqu'aujourd'hui, la plupart des clients et des usages, je l'ai dit, et ça a été illustré plus tôt, sont plutôt dans l'industrie. On est donc au plus proche des industriels. On est également proche de réseaux d'électricité, puisqu'on a besoin d'électricité en grande quantité. Et donc une vision sur ce planning que j'ai expliqué un petit peu plus tôt.
Donc pour passer maintenant à la partie plutôt emploi, donc là vous avez pareil une vue de près du site, du futur site, donc avec 2 unités de production, c'est là que se déroule finalement l'électrolyse et on estime aujourd'hui que ce site représente à peu près 70 emplois directs. Donc voilà, très concrètement, ce sera des nouveaux emplois. La plupart de ces emplois sont plutôt des opérateurs, des techniciens, des agents de maintenance, et donc des emplois forcément locaux, puisqu'il faudra du personnel sur le site en permanence par roulement. Il y a aussi bien sûr des postes d'encadrement, de coordination et des emplois indirects qu'on n'a pas forcément listés ou détaillés, mais qui vont avec tout site industriel et tout nouveau site industriel. Dans les types de profils recherchés, alors j'anticipe un tout petit peu sur la suite, mais pour une installation comme ça, une usine de production, on est finalement sur des métiers qui sont relativement proches de métiers existants déjà aujourd'hui, en électrochimie, en automatisme, en mécanique, en conduite de procédés. C'est des choses, si vous êtes déjà engagé dans des études ou déjà intéressé par ce secteur-là, dont vous avez probablement entendu parler. Simplement, il y a des spécificités qui sont liées à l'hydrogène en tant que molécule, qui sont liées à l'électrolyse en tant que technologie, qui ne sont aujourd'hui pas forcément intégrées dans les formations et sur lesquelles il va falloir se former en plus, soit en entrant sur le site, soit en amont s'il y a des formations qui commencent à le proposer. J'y arrive. Donc voilà, c'est des métiers finalement qui sont promis à un bel avenir, parce que là c'est un projet, une installation à Dunkerque, mais au-delà de ça, on sera probablement les premiers à avoir une installation de cette taille. À terme, on ne sera probablement pas les seuls non plus. Il y a de la place pour beaucoup de monde, surtout avec les ambitions qu'a aujourd'hui la filière hydrogène et les perspectives d'avenir en termes de métiers sur la production dont on parle là, mais la distribution et le transport dont on a pu parler tout à l'heure, et les nouveaux usages, notamment les usages mobilité qui sont amenés à se développer. Et donc, en termes alors en Normandie notamment, où on a notre autre projet, il y a une étude qui a été menée sur la filière hydrogène, sur les besoins en compétences et en formation. J'ai juste mis ces 2 phrases que j'ai tirées du rapport qui parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, il y a déjà des difficultés de recrutement dans la filière hydrogène, et la plupart des gens qui travaillent déjà dans ce secteur, notamment dans les industries qui utilisent de l'hydrogène, l'apport de connaissances et de compétences s'est fait principalement sur le terrain sous forme de compagnonnage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation dédiée à l'hydrogène. Il y a des bouts de formation qui peuvent se relier, il y a des métiers qui sont proches, et donc on va recruter un opérateur, mais qui ne sera pas forcément formé sur l'hydrogène spécifiquement. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il apprend sur le terrain, au contact de ses collègues. C'est des métiers dans l'industrie qui ont tendance à être vieillissants, d'où les difficultés de recrutement qui commencent déjà à se faire sentir et qui vont, a priori mécaniquement, l'être de plus en plus s'il y a de plus en plus de demandes dans ces emplois. Donc aujourd'hui, H2V travaille avec la Normandie à la création d'un campus de formation sur les métiers de l'hydrogène. Alors, il y a bien sûr la question de faire des titres de formation, des formations spécifiques sur certains métiers à l'hydrogène, mais en fait, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de métiers qui sont déjà existants, sur lesquels il faut ajouter des choses, faire des formations complémentaires, et c'est là-dessus qu'on travaille, et ce à tous les niveaux, à la fois au niveau des opérateurs, des techniciens, mais aussi des ingénieurs, de l'encadrement, etc. Aujourd'hui, alors j'ai beaucoup parlé de production et d'usine, puisque c'est ce que fait H2V et ce que veut faire H2V, mais ce sera encore plus vrai dans tous les métiers liés au transport, en maintenance. Voilà, on sait déjà qu'on ne traite pas tout à fait un moteur électrique comme un moteur classique. Si en plus ce moteur électrique il est alimenté avec de l'hydrogène et donc un réservoir hydrogène, ben tout ça c'est des choses qu'il va falloir apprendre à gérer, à maîtriser. Et aujourd'hui ces formations ne sont pas forcément existantes, mais elles sont discutées, elles sont en devenir, elles sont importantes. Et les emplois qui iront avec sont aussi amenés à se développer.
Et d'ailleurs, alors, pour illustrer justement les compétences, alors plutôt en termes de savoir-être, du coup, qu'est-ce qu'on va chercher au-delà des compétences techniques chez des gens qui souhaitent aujourd'hui travailler dans l'hydrogène. Je vais peut-être laisser Camille s'exprimer et raconter son expérience. Donc Camille a rejoint H2V il y a bientôt 3 ans maintenant, 2 ans et demi. 2 ans. Voilà, 2 ans comme apprentie. Et donc, elle va vous dire un peu ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait aujourd'hui chez H2V, donc au niveau d'H2V Industrie, de la société qui développe les projets. Donc, bonjour à tous. Effectivement, ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille en tant qu'apprenti ingénieur chez H2V Industrie. Donc, je prépare un diplôme d'ingénieur en valorisation énergétique délivré par les mines de Saint-Étienne. Avant d'avoir contacté H2V Industrie, j'avais jamais vraiment entendu parler d'hydrogène, mais le sujet m'a beaucoup plu et l'opportunité de travailler là-dedans m'a bien intéressée. Donc dans un premier temps, j'ai dû me familiariser avec le domaine. Donc ça m'a demandé un travail de recherche et donc du travail en autonomie. L'équipe étant jeune et le projet nouveau, en fait on apprend un peu sur le tas. Et c'est très formateur, donc ça me plaît bien. En ce qui concerne l'équipe, donc elle est composée de 2 parties. Une partie opérationnelle à laquelle je suis rattachée et une partie développement. Donc pour la partie opérationnelle, on s'occupe surtout du process et donc de la partie technique. Et côté développement, ils sont plus liés aux acteurs locaux et aux études de terrain. Ces 2 parties sont étroitement liées. Donc j'ai pu travailler avec les 2. Concernant les projets H2V 59 et H2V Normandie, je participe aux réunions d'avancement et je donne un coup de main quand il y a besoin. Et j'ai participé aux concertations publiques. En ce moment, j'aide l'équipe technique sur le démarchage de fournisseurs. Et en parallèle, j'écris un manuel expliquant le process de l'usine, donc assez détaillé. Côté développement, j'ai pu faire une étude de préfaisabilité pour un nouveau site. Donc cela a consisté à faire une étude sur les débouchés potentiels, un dimensionnement d'usine et une partie budget. Donc comme vous pouvez le voir, les tâches sont variées. Il faut savoir se débrouiller, prendre des initiatives et surtout ne pas hésiter à poser des questions ou demander de l'aide. J'ai compris que pour ce métier, il fallait être curieuse et surtout savoir où s'informer et comment s'informer. Je trouve qu'il est important de faire une veille technologique et réglementaire, surtout avec les nouveaux projets qui émergent tous les jours. Donc c'est un secteur plein d'opportunités et nous sommes très peu dans ce domaine pour le moment. Par exemple, dans ma promo, sur 60 élèves, nous sommes seulement 2 à travailler dans l'hydrogène. Et donc je pense que c'est un atout de pouvoir effectuer mon alternance dans une entreprise telle que H2V. Et par la suite, j'aimerais continuer, pourquoi pas là-dedans, et devenir chef de projet. Merci beaucoup Camille. Alors on l'a vu dans toutes ces présentations, finalement le secteur énergétique s'adresse vraiment à tout le monde, c'est-à-dire quel que soit son niveau d'études, sortie de 3e, bac plus 2, bac plus 5, voire au-delà. Qu'on vienne de la formation initiale sur des titres déjà existants ou qui sont en cours de création, de la formation continue. Je m'adresse aussi aux demandeurs d'emploi ou aux gens qui souhaiteraient aussi se reconvertir. L'accès est également possible. Alors Camille, moi ce qui m'intéresserait par rapport à votre parcours qu'on a vu très riche, c'est de trouver votre singularité qui est d'être une femme aussi dans un univers technique et masculin. Or, c'est vrai que le secteur a aussi besoin d'attirer de jeunes femmes sur ce projet. Donc, j'aimerais avoir votre retour pour comprendre si finalement c'est facile ou pas de travailler dans ce secteur. Puis, comment ce secteur vous a accueilli, comment H2V vous a accueilli également pour vous laisser cette place. H2V m'a très bien accueillie. Je me sens très bien en tant que jeune femme, future ingénieure dans cette entreprise. Je pense qu'effectivement, historiquement, les métiers d'ingénieur étaient considérés trop difficiles pour des femmes. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, la société a bien évolué et est prête à nous accueillir. Et je pense même qu'une vision féminine peut apporter beaucoup dans de tels projets. De plus, ce sont des métiers très évolutifs. Donc, si au bout d'un moment, la technique, on n'a plus envie de travailler là-dedans, je pense qu'on peut évoluer en tant que, je sais pas, commercial ou autre métier. Merci beaucoup.
Alors, beaucoup de richesse dans ces témoignages et puis ces illustrations. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, mais je pense que ça peut intéresser certains de nos participants et puis également nos auditeurs, c'est la question du numérique, puisque finalement aussi, les geeks ont leur place dans le secteur énergétique, que ce soit pour configurer les systèmes, mais également pour les faire vivre, les piloter, piloter les systèmes énergétiques, que ce soit chez les gaziers, j'entends, le futur industriel, EDF également est concerné. On aura d'autres partenaires sur les prochaines conférences comme Enedis, dont c'est le métier aussi, de travailler sur ce pilotage intelligent, parce que dès lors qu'on souhaite mettre plus d'énergie alternative sur un réseau, alternative, ça veut dire ce que ça veut dire, ça ne produit pas tout le temps et en quantité, donc il faut savoir faire aussi de la régulation. Donc je dirais, ceux qui sont intéressés également par le numérique ont toute leur place dans ce type de projet. Alors on arrive un petit peu maintenant dans l'espace un peu table ronde. Donc je ne vais pas vous poser 50 questions, il y en aurait beaucoup à soulever. Je pense que si on avait pu avoir un auditoire aujourd'hui, les questions auraient fusé. J'ai envie de vous positionner sur deux vecteurs principaux. On a fait des projections, là on le voit dans vos démonstrations, jusqu'à 2050, c'est presque loin pour la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc en gros, c'est même de se dire que finalement les métiers, même s'ils sont en transformation, en adaptation, finalement beaucoup des métiers dont on aura besoin dans 10, 20 ou 30 ans, ils n'existent pas. Donc en gros, travailler exclusivement sur cette notion de compétences techniques, chemin faisant, on va aussi s'adapter, se configurer. Ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est de travailler un peu sur un mot barbare qu'on utilise souvent, qui sont les soft skills. Donc en gros, simplement résumer les compétences comportementales. Et je pense que dans un recrutement pour chaque employeur aujourd'hui, l'individu en tant qu'il est, ce qu'il peut proposer, finalement est aussi intéressant que sa compétence technique. J'aimerais avoir votre retour justement par rapport à ça, si vous deviez donner des conseils, finalement, quel talent auraient besoin vos entreprises sur ces aspects comportementaux? Je trouve que le meilleur témoignage, c'est celui de Camille. Et de Joséphine. Il ne faut pas de Joséphine également. Elle est plus visible à l'écran. Également, bien évidemment. On sent bien qu'avant tout, ce sont des personnes ouvertes, curieuses. Et moi, j'ai retenu, qui était intéressé par le côté évolutivité des métiers. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans une entreprise pour travailler sur un secteur, dans un secteur en particulier, par exemple celui de la technique, et puis vous pouvez être accompagné par les services RH de l'entreprise ou du groupe pour vous orienter vers de nouveaux métiers. Et c'est ainsi qu'on connaît beaucoup de collègues qui sont passés par les secteurs plus techniques à des secteurs plus en administratif, par exemple dans le tertiaire. Donc comme l'exprimait Luc tout à l'heure, il disait il y a des besoins en back-office, il y a des besoins également en cartographie, il y a des besoins et énormément de besoins en SI, donc système informatique, avec le développement justement des smart grids. On n'en a pas parlé, mais quand des on réseaux parle, intelligents, du coup, réseaux intelligents, complémentarité des réseaux, complémentarité des énergies. On l'a évoqué, on est dans un secteur, l'énergie se développe. Là ici, on a choisi de faire un focus sur le développement de l'hydrogène, mais encore une fois, l'hydrogène, c'est associé à d'autres énergies, d'autres gaz. Et donc voilà, je pense que c'est, pour revenir à votre question donc sur les soft skills. C'est difficile. C'est difficile à prononcer. Compétences comportementales, on va le faire en français, c'est plus simple. Donc des gens ouverts, curieux et qui soient capables de s'adapter à les évolutions des besoins et des métiers. Peut-être d'autres illustrations, Luc, peut-être pour GRDF? Je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Xavier. J'ajouterais qu'il y a une compétence qui est énorme et qui est indispensable maintenant, c'est de savoir travailler en équipe, en mode projet. C'est savoir être ouvert aux qualités, compétences et savoirs des autres, parce qu'on est passé d'un monde où finalement on pouvait être monocompétent, c'était assez isolé, et on voit qu'au travers de tous les témoignages, on arrive dans un monde qui est plus
imbriqués. On voit qu'on va produire d'un côté, on va injecter dans les réseaux à un endroit différent avant on poussait. On a donc une gestion de nos ressources qui vont être différentes. Et là, c'est indispensable. On ne peut plus travailler tout seul. Et dans une entreprise, c'est un incontournable de savoir travailler en équipe, savoir s'enrichir, savoir être ouvert. Et finalement, quand on doit quand on doit travailler avec des gens qui sont différents de nous, il y a aussi une compétence qui me semble indispensable. Elle fait appel à quelque chose qui est difficile à apprendre à l'école. Donc vous allez le comprendre, mais de l'apprendre, c'est pas facile, c'est la bienveillance. Oui, il faut faire attention quand on a un voisin qui a une culture différente, quand on a quelqu'un qui a des contraintes différentes, il faut savoir travailler en équipe, mais tout en prenant conscience et en prenant en compte les qualités, mais aussi les limites de chacun. Tout à fait, et d'ailleurs ça complète, c'est vrai je trouve en entreprise et également à l'extérieur de l'entreprise aujourd'hui. Je connais peu de métiers où au final on ne travaille que au sein de son entreprise, on a toujours des partenaires, des prestataires, un certain nombre de parties prenantes avec lesquelles on travaille et cette notion de bienveillance elle se retrouve d'autant plus dans ces relations à l'extérieur de l'entreprise où chacun a ses contraintes et ses obligations aussi. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette approche. Et ça, pareil pour compléter également, on parlait d'adaptabilité et d'évolution des métiers. Ça va aussi avec la formation continue en fait. Aujourd'hui, on se forme tout au long d'une carrière pour pouvoir continuer à progresser, éventuellement à évoluer vers d'autres choses. Donc il faut avoir aussi cette envie-là et de continuer à apprendre et cette curiosité pour le monde qui nous entoure et pour l'avenir. Pour finir le tour de table, et puisque ça a été extrêmement bien dit, mais que la répétition crée la fixation, je vais reprendre les termes. Et en fait, dans tous les intitulés ou les fonctions de chacun ici présent, je vois chef de projet. Donc effectivement, cette notion que Luc développait à l'instant, Aude et Xavier, sur la transversalité, elle est vraiment essentielle. La capacité à être curieux, à se remettre en question, à avoir un sens critique constructif est vraiment essentiel. On a évidemment parlé ou fait le zoom de l'hydrogène ce matin. En revanche, évidemment, il y a une multitude de métiers aujourd'hui autour de l'efficacité énergétique. Déjà, on vend de l'énergie, tous ici présents, on la transporte, on la distribue. Et ensuite, il faut être compétent en termes d'efficacité. On parle d'énergie et de ce qu'on en fait, mais la première des choses essentielles, c'est de ne pas, ou en tout cas de limiter les consommations d'énergie. Donc d'être vertueux sur cet objet. Donc les métiers de l'efficacité énergétique viennent s'ajouter aux métiers dont on a parlé à l'instant de commerce ou de technique, viennent s'ajouter aux smart grids. Et c'est vrai on l'a abordé rapidement à l'instant. Les smart grids, que ce soit sur la partie gazière, électrique, est une donnée fondamentale aujourd'hui. La révolution de l'énergie, c'est de passer d'un monde centralisé, où on produisait dans les centrales ou les sites de production existants, où on amenait du gaz de Norvège, de Russie, par des gros pipes, vers le consommateur final. Et aujourd'hui, tout le monde, tous les territoires peuvent être producteurs, sur tous les exemples. Donc on injecte de partout sur les réseaux. Et la dimension de gestion des réseaux et de supervision des réseaux aujourd'hui est un domaine extrêmement touchy et important d'adresser auprès des compétences et des écoles qui pourront nous accompagner à mener à bien ce programme. C'est très très compliqué d'injecter, d'ingérer, de digérer toutes les productions de méthanisation dont on a parlé qui sont réinjectées, de panneaux solaires de l'entreprise ou du particulier qui à un moment donné en pleine campagne décide de produire lui-même son énergie. C'est très compliqué d'équilibrer. Et pour certains, vous entendez parler de RTE, comme c'est le cadre pour GRT, ce sont les réseaux de transport d'électricité et de gaz, qui sont là pour administrer et créer des équilibres entre production et consommation finale. Donc les smart grids, c'est une donnée fondamentale pour les métiers et les systèmes d'information qui nous permettent de réaliser l'objet et de maîtriser. On a la chance en France d'être en gaz comme en électricité, l'un des plus performants au niveau mondial en termes de maîtrise et de qualité de fourniture. Donc très peu de coupures, on s'en rend même plus compte, on appuie sur les boutons, tout marche. Quand ça marche plus, on a l'impression que les entreprises fonctionnent mal, mais c'est d'une rareté absolue quand on se compare aux autres. Donc le métier de smart grid est important. Et de développer ce sens du travail en projet sur la partie efficacité énergétique ou gaz et électricité sur le vecteur hydrogène
est une donnée vraiment importante. Les métiers n'existent pas tous, donc il faudra de l'adaptabilité. Donc je peux commencer, comme vous le disiez tout à l'heure, sur ce métier aujourd'hui de marketing, d'opérationnalité pour comprendre le marché. Demain, je pourrais être business developer et après-demain, quand les fonctionnements seront plus avérés, on va transformer puisqu'on aura des sauts technologiques qui vont s'injecter dans nos veines pour qu'il faille reconfigurer nos installations. Donc l'adaptabilité, le sens critique, la capacité à travailler ensemble et évidemment dans la bonne humeur. Nous ici, on est complémentaires, on peut parfois être concurrents, mais c'est en échangeant et en étant ensemble qu'on réussira à ce pari de la transformation écologique, de la transition énergétique, parce que ce n'est pas particulièrement pour nous qu'on le fait. En 2050, sauf événement législatif qui repousse nos retraites encore un peu plus loin, on devrait être en retraite, mais ce sera donc à vous de jouer et à vous de jouer sur le témoin qu'on vous transmettra pour réaliser l'objet majeur qui est de préserver la vie de nos enfants, de nos petits-enfants et la qualité du monde dans lequel on vit. Alors peut-être pour conclure, un tout dernier point, et puis en quelques mots simplement, c'est de reprendre un peu cette commande initiale. Finalement, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui sont intéressés à programmer leur carrière parce que quête de sens, parce que éco-citoyenneté. Du coup, en quoi vos projets répondent à ces projets de quête de sens et d'éco-citoyenneté pour les garder durablement chez vous? Alors, ce n'est pas une question simple, j'en conviens. Vous y avez déjà peut-être un peu répondu, Rémi, notamment là, sur sa dernière démonstration, peut-être pour les autres. Et puis également pour Camille, qui est présente, parce que là, pour le coup, tu es complètement immergée dans le projet. Donc, est-ce que ça répond à ses besoins? Oui, si j'ai décidé de faire mon alternance chez HDV, c'est que je crois en cette nouvelle vecteur énergétique qui est l'hydrogène. Et j'espère participer à cette transition et à son développement. Moi, j'ai envie d'ajouter que chez GRDF, on a aussi besoin de personnes convaincues de l'intérêt d'être actifs dans cette transition énergétique qui nous concerne tous. Et on a besoin aussi d'une compétence que vous avez tous, c'est l'audace. On a besoin de gens qui savent dépasser les limites qu'on leur a fixées au départ pour aller plus loin, pour imaginer un monde de demain avec un petit peu de rêve pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, Luc. Peut-être une dernière réaction? Moi, j'inviterai les auditeurs à s'informer sur la politique responsabilité sociétale de l'entreprise et qui précise bien, qui met en avant les valeurs du groupe GRT Gaz en ce qui nous concerne. Et vous verrez que c'est un groupe engagé dans la transition énergétique et de manière concrète et pratique. Et puis Camille l'a dit, mais la société HDV a été créée, vraiment fondée sur cette idée de transition énergétique et de développement de l'hydrogène vert pour accompagner la transition énergétique. Donc ça fait partie du credo de la société. Pour terminer, je pense qu'on est tous très fiers de travailler et dans ce secteur. Et tous les matins, on est fiers d'apporter notre pierre à l'édifice dans la transition énergétique, entre autres. C'est bien de le dire. Ouais. Juste pour finir, effectivement, l'objet pour EDF qui doit s'ajuster au monde, et toutes les entreprises ici présentes s'ajustent au monde qui bouge à une vitesse folle. Notre objectif, nous, c'est d'être les champions du monde du bas carbone. Donc tous les objets de stockage, d'énergie renouvelable qui viennent accompagner le mix énergétique sont des sujets qui nous permettent de participer à cette transition. Et évidemment, les métiers évoluent beaucoup. Le renouvellement des acteurs en place dans l'entreprise se fait également par le départ naturel de nos 130 000 salariés. Et donc voilà, après pour l'ensemble des étudiants et du public, comme pour GRT et GRDF, edfrecrute.fr, c'est la plateforme sur laquelle vous allez trouver stages et offres d'emploi actualisées et qui vous permettent de répondre. Donc soyez proactifs et on commence par ça avant de pouvoir répondre aux entretiens qui vous seront proposés. Vous retrouvez d'ailleurs sur les documents tous les liens qui vous permettront de vous nourrir des métiers de chacun de nos partenaires et puis également forcément des sites emploi. Alors, je tiens à remercier tous les internautes qui nous ont suivis aujourd'hui pour ce premier rendez-vous du Carrefour des métiers, édition 2021 et édition numérique. J'espère que nous avons intéressé au sujet énergétique et en particulier au sujet de l'hydrogène. Nous serons heureux de pouvoir poursuivre nos échanges sur de prochains rendez-vous, qu'ils soient physiques ou à distance, sur des salons emploi notamment.
Et vous pouvez retrouver, bien entendu, comme j'expliquais, sur tous les sites, les informations qu'on vous a présentées aujourd'hui. Merci également tous nos invités, nos témoins, nos apprentis qui sont venus illustrer ces propos. Rendez-vous pris, donc, chers internautes, pour nos 2 autres conférences qui vont suivre, qui seront tournées autour des métiers de la production et de la distribution énergétique. Et puis, on vous attend nombreux dans nos filières. Voilà. Merci à vous, une bonne journée.